Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un exercice de physique qui est tombé à l'X en 2019. C'est un exercice qui demande des notions apparemment très basiques. Donc en vrai, du point de vue de la physique, il y a uniquement besoin du programme de terminale. Par contre, ça demande de faire un peu de raisonnement, un peu de calcul, donc on va voir de quoi il s'agit tout de suite. Donc ici on vous dit qu'on a un grand escalier qui descend, dont toutes les marches sont numérotées de petit n égale 1 à petit n égale grand N. On vous dit que toutes les marches ont la même hauteur B, mais elles ont chacune une largeur différente, qu'on note xi n a et xi 1 égale 1. Donc la première marche, elle est à A, hop, ici, et après les autres ont des largeurs différentes. On vous dit qu'on met une bille en acier qui glisse sans frottement sur le plancher avec une vitesse v0. Donc ici, hop, elle arrive sur l'escalier, elle tombe à la première marche exactement en son milieu, puis elle rebondit, elle tombe sur la deuxième marche exactement en son milieu, elle rebondit, elle tombe sur la troisième marche exactement en son milieu, etc. etc., etc. Donc ce qu'on vous demande ici, il y a une petite question intermédiaire, c'est de déterminer les valeurs des xi n, et ensuite de déduire le temps qu'il faut à la bille pour atteindre la dernière marche si on a grand N égale 100. Et on vous demande une précision de moins 1%, et on vous donne les valeurs pour A et B. Donc vous voyez, c'est que de la méca, en plus c'est de la méca relativement simple, parce que c'est que de la chute libre ici. Donc en gros, j'ai ma bille qui arrive là, ici elle tombe, donc là à partir de là elle est en chute libre. Là on a un rebondissement, donc il va falloir qu'on étudie un peu plus en détail qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce rebondissement. Et après à chaque fois, c'est différents rebondissements. Donc, allons-y. Donc, quelle hypothèse on peut faire déjà sur le... Donc, déjà, quand vous avez un exercice comme ça, quand vous êtes à l'X, faut pas vous laisser intimider, faut dire des choses. Donc, vous commencez par faire un beau schéma, vous précisez un peu qu'est-ce que vous allez utiliser comme notion importante dans l'exo. Donc là, ça va être de la cinématique, un peu de dynamique. On peut faire les hypothèses qui sont importantes aussi. Là, on vous dit que sur le plancher, on glisse sans frottement, et après, on part en chute libre. On peut faire une hypothèse sur le choc, qui est une hypothèse importante. On peut imaginer que dans ce choc, il n'y a pas de dissipation, c'est-à-dire que ma bille, si elle arrive ici avec une certaine vitesse, elle repart exactement dans l'autre sens avec la même vitesse. C'est une hypothèse qui paraît raisonnable, on ne nous a pas parlé de frottement. Là, on veut d'abord faire une approximation qui va être cohérente vis-à-vis du sujet qu'on vous donne. Donc si on dessine plus précisément ce rebond ici, vous allez arriver là avec une vitesse comme ça, vous allez repartir. En fait, ce qu'on prédit, ce qu'on peut voir assez facilement, c'est qu'a priori, ça va être comme si j'avais un axe de réflexion ici. Ma parabole, elle va se réfléchir et je vais avoir une symétrie comme ça. Ça, faudrait rigoureusement le montrer, donc on va voir comment on peut faire pour ça. Ensuite, pour déterminer les xi n, on n'a pas 36 000 solutions. En fait, vous voyez que le fait que la bille, elle rebondisse à chaque fois au milieu de la marche, c'est imposé par la physique. C'est imposé par la physique du rebondissement, la physique de la chute libre, mais c'est pas du tout imposé par notre problème. Vous voyez, c'est exactement pour ces raisons-là. En fait, on a conçu l'escalier de sorte à ce qu'à chaque fois, on rebondisse au milieu de la marche. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on détermine aussi à chaque fois. Et donc, j'ai pas 36 cas possibles. A priori, il n'y en a qu'un seul cas de xi n qui va fonctionner. Donc voilà, une fois qu'on a un peu éclairci tout ça, ce qu'on peut faire, c'est commencer par la première chute libre, qui a priori est pas très compliquée. Donc allons-y, là j'ai pris mon axe X qui va comme ça, l'axe Z qui va vers le bas, j'ai ma première marche, qui est à une profondeur de B, et donc là, c'est la portion de parabole que ma bille a effectuée, et elle atterrit a priori en A sur 2. Donc là, je sais que ma balle, elle décrit un bout de parabole. En fait, tout le jeu ici, c'est de faire en sorte que les points par lesquels passe la parabole, qui sont imposés par la géométrie du problème, ils coïncident avec ce qu'on sait sur la dynamique, donc avec les équations de la chute libre. Donc là, il y a une première manière de voir ce truc-là. Donc je dis que la balle, elle décrit un bout de parabole. Donc z de x, c'est alpha x2 plus bêta x plus gamma. Et j'ai des points qui sont imposés. Un premier point imposé qui est x0, z0 ici, je passe par le bord du plancher, et j'ai un deuxième point imposé qui est le milieu de la marche ici. Donc je suis en x égale a sur 2 et en z égale b. Tout ça l'un dans l'autre, si je les mets ensemble, ça me donne que gamma égale 0, et j'ai une expression de b en fonction de alpha et bêta. B c'est la hauteur de la marche. Là vous voyez que ça ne suffit pas pour déterminer le alpha, ça ne suffit pas pour déterminer alpha bêta, il faut que j'ai une autre équation. Et donc là, il y a autre chose qu'on peut utiliser, c'est le fait qu'ici, on vous a dit qu'on arrivait avec une vitesse V0. Donc on a une vitesse qui est verticale. Qu'est-ce que ça veut, qui est horizontale, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir une vitesse horizontale? C'est dire que la tangente en 0 est nulle.
Donc ça me donne que z point égale à 0. Et donc là, je vais avoir une troisième équation qui va me permettre de dire que bêta égale 0. Donc finalement, vous voyez, dans tout ça, comme j'ai bêta égale à 0, il va me rester b égale alpha a carré sur 4. Et donc ça va me permettre de le trouver ici. Donc là, j'ai l'équation de la trajectoire. Qu'est-ce que c'est l'équation de la trajectoire? Ça va être z de x égale b, facteur de 2x sur a, le tout au carré. Donc ça, c'est vraiment l'équation de la trajectoire. Là, j'ai pas du tout fait de dynamique. J'ai pas regardé l'effort, j'ai pas regardé le poids, j'ai rien regardé. J'ai juste dit, j'ai une parabole, je regarde par où elle passe. Une autre manière de voir les choses, évidemment, c'est de dire, pourquoi ma parabole, elle passe par là? Parce qu'en fait, ma bille, elle est en chute libre. Et donc là, je peux dérouler les équations que vous connaissez de la chute libre, hop. Et on arrive à z égale 1,5 de gt2 et x égale v0t. Ça, je m'attarde pas dessus. Normalement, c'est assez classique, le passage partout. Et donc, là, pareil, j'ai pas les équations de la trajectoire, j'ai des équations horaires. Je peux les passer en équation de la trajectoire en utilisant la deuxième équation ici. Je vois que t égale x sur v0. Et donc z, c'est 1,5 de gx2 sur v0 carré. Donc là, j'ai une condition qui est imposée, qui est importante, qu'on peut réutiliser. Donc là, tout de suite, ça répond pas forcément à aucune des questions de l'énoncé, mais ça peut être une relation importante, c'est que 4b sur a carré, c'est g sur 2v0 carré. Ça, c'est dû à la dynamique, et ça, c'est dû à la condition sur les milieux des marges, donc c'est uniquement de la cinématique. Ok, bon. Alors après, donc là, voilà, c'est ce qu'on sait en passant sur la première marche. On a déterminé en fait ce qui se passait pour cette parabole. Alors après, il y a faire une petite digression sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la physique de ce rebond. On vous a dit que c'était un rebond qui était élastique, et l'intuition qu'on a eue, c'est de dire, ma parabole, elle arrive là, avec cette vitesse-là, la vitesse, elle repart exactement dans l'autre sens, comme s'il y avait une symétrie, donc a priori, je m'attends à ce que ma parabole, ma portion de parabole, en fait, après le rebond, soit exactement le même qu'avant. Je vous propose de montrer ça, de voir comment on peut montrer ça. Alors, je sais pas si on vous aurait demandé le jour de l'oral de l'X, c'est possible que les examinateurs vous demandent de le montrer, c'est possible qu'ils vous disent, ok, vous avez l'air de savoir, continuer. Ça, je peux pas prédire, mais du coup, on va faire les choses proprement pour bien voir tout ce qui va se passer. Donc, je dis que ma vitesse avant le rebond, elle est de V-, ma vitesse après le rebond, elle est de V+. Donc là, même chose, j'ai les mêmes équations, c'est l'équation de la chute libre, vous voyez, hop. Toujours les mêmes. J'ai toujours ce Z de X, et en fait, ici, j'ai placé que ce point-là, c'était x0, pas spécialement le milieu du marge. On essaye de le démontrer dans le cas général. Et j'ai l'expression de z, donc c'est un alpha x2. Et j'ai l'expression de alpha, c'est exactement la même que tout à l'heure, en faisant la cinématique, la dynamique. Donc j'ai 1,5 de g sur v0 carré est égal à z0 sur x2. Donc, moi, je sais que je pars en x0, z0, là, oui, je pars à ce point-là, en fait. Je repars, c'est là qu'a lieu mon rebond. Et du coup, j'ai ma vitesse, c'est z point de 0, et du coup, je trouve que c'est moins g x0 sur v0, pardon. Elle est vers le haut, cette vitesse, a priori. Et la vitesse horizontale, elle change pas, on est toujours à v0. Vous voyez, quand on déroulait les équations ici, hop, on a z point égale gt et x point égale v0. Donc je remplace dans le z point, mais le x point il change pas. Donc ça, si je mets les équations après le rebond, vous voyez, je reprends, j'imagine que je prends une nouvelle origine des temps à partir du moment où il y a le rebond. Ça change mon z point ici, vous voyez, j'ai une autre vitesse là qui est la vitesse de rebond. Et je déroule encore ces équations, j'ai ce type d'équation là. Là, cette vitesse, je vérifie juste. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, elle est bien en z négatif, donc elle va bien vers le haut. Donc c'est logique par rapport à ce qu'on a dit. Hop, là on repart vers le haut alors que là on était vers le bas. Voilà, donc on a les équations du horaire, pardon, ici, juste réintégrées à partir de la nouvelle origine des temps qui est au niveau du rebond. Donc moi, qu'est-ce que j'aimerais montrer? On a dit qu'on aimerait montrer que la parabole là, c'est la même que la parabole là, juste, vous voyez, elle va être déplacée. Elle va être translatée de quoi? A priori, si ça c'est x0, vous voyez, si vous prenez la symétrie, elle va être translatée de 2x0. Je regarde le sommet. Donc c'est ça qu'on veut montrer, donc on aimerait bien montrer que z de x, après le rebond, c'est alpha x moins 2x0 au carré. Donc là, j'isole toujours l'expression de t, je trouve que t c'est x moins x0 sur v0. Je réinjecte dans l'expression de z de x, je veux avoir les équations du mouvement, l'équation de la trajectoire, pardon, je veux avoir z en fonction de x. Donc là, j'ai réinjecté ici, hop, l'expression de t.
je trouve le lien que j'ai trouvé au tout début, vous vous souvenez, en disant cinématique égale dynamique, l'endroit par où ma parabole passe, elle est due à la chute libre. Je le réinjecte ici dans l'expression de zx. Je trouve ce truc-là. Et ce truc-là, par magie, c'est x moins 2x0, le tout au carré. Donc là, j'ai le même coefficient directeur, c'est le alpha de tout à l'heure. Donc j'ai bien montré qu'après le rebond, j'ai z de x qui est égal à alpha, facteur de x moins 2x0, le tout au carré. Donc c'est bien l'intuition qu'on avait, c'est bien cette notion de symétrie, c'est la même trajectoire qui est translatée de 2x0. Donc là, on l'a montré vraiment proprement en déroulant toutes les équations. Et en plus, dans un cas général, là, on s'est un peu éloigné de ce cadre de l'escalier, etc. C'est quelque chose qui est important pour la suite, parce que ça va se passer comme ça à chaque rebond. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ce truc-là, je vais regarder ce qui se passe pour ma parabole en n égale 2. Donc en n égale 2, c'est sur la deuxième marche. Vous voyez, donc là, j'ai fait mon petit bout de parabole. Je rebondis ici. Et je m'en vais vers la deuxième marche, donc ma deuxième portion de parabole, là elle est repartie comme la première, et en fait je sais qu'elle est, ma marche ici c'était A, donc ma translation c'est une translation de A. Donc c'est pour ça que j'ai z de x qui est alpha facteur de x moins A le tout au carré. La deuxième marche elle a son milieu ici, en xi de A sur 2, et si je descends, z2, il est en 2b. Vous voyez, ça c'est la hauteur de ma marche. Là, c'est un peu la même chose, je vais regarder ce qui se passe, donc je vais regarder de deux manières différentes. Donc là, je sais que cette longueur-là, c'est A sur 2 plus xi sur 2, A sur 2. C'est la longueur entre les deux rebonds. Et donc, à partir de ce z de x, je vais pouvoir trouver une équation qui fait intervenir x2, le milieu de la deuxième marche. Donc là, voilà, je déroule et j'ai cette équation-là. Donc x2, c'est racine de 2b sur alpha plus 1. Mais, avec la géométrie du problème, avec cette histoire de milieu à chaque fois, j'ai une autre manière d'exprimer x2, vous voyez. Là, j'avais x1, x2 c'est x1 plus ce bout-là, dont on a parlé tout à l'heure, cette histoire de milieu des marches. Et donc x2, c'est aussi a, facteur de 1 plus xi2 sur 2. Je rappelle dans tout ça ce qui est important, alors moi je l'ai appelé alpha, et on a dit au tout début que alpha c'était 4b sur a carré, donc on peut dérouler ce truc là, et donc si on fait ça on trouve que x2 c'est aussi a facteur de 1 plus 1 sur racine de 2, pardon, et donc j'égale les deux manières que j'ai eues de trouver x2, celle-ci et celle-ci, donc encore une fois, ça, c'est la parabole en prenant cette notion de symétrie après le rebond, et ça, c'est les paramètres géométriques qui sont imposés parce qu'on se rebondit en le milieu de chaque marche. Et avec ça, je trouve l'expression de xi2, je trouve que c'est racine de 2. Je peux regarder de la même chose, de la même manière la troisième marche, c'est exactement le même truc. J'ai ma portion de parabole ici. Cette fois-ci, elle est translatée de cette longueur-là, pardon. Ce que je peux voir pour regarder les translations facilement, je sais que le sommet de la troisième parabole, il est... En fait, tous les sommets de mes paraboles, ils arrivent à l'extrémité, de chaque marche. Et en fait, à chaque fois, je descends un peu plus. Et donc c'est pour ça que à chaque fois, j'ai pas le symétrique de la parabole de l'autre côté. Et donc, même chose, j'ai z de x, qui est égal à ça. J'ai translaté ma parabole. Je prends l'équation de la trajectoire, j'ai une première équation sur x3, le milieu de la marche. Je prends la condition sur les milieux, j'ai une deuxième condition sur x3, le milieu de la marche. Donc ici, ça nous fait a facteur de 1 plus racine de 2 plus xi3 sur 2. Je les mets l'une dans l'autre en déroulant le paramètre alpha qu'on a trouvé au tout début. Et si je fais ça bien, ça me donne que x3, c'est racine de 3. Donc là, vous pouvez refaire le calcul. Vous pouvez sentir le truc, vous voyez, quand vous voyez 1 racine de 2, vous pouvez peut-être sentir que c'est en racine de n. Si vous voulez vous persuader, vous pouvez faire le cas n égale 3. Là, je l'ai fait rapidement pour vous montrer, mais c'est vrai que c'est pas obligatoire. Et donc là, on peut conjecturer que si n, ça va être racine de n. On peut le montrer par récurrence, c'est pas très compliqué. On peut aussi faire un grand sourire à l'examinateur et dire que, ok, on a compris comment ça se passe. Et comme c'est Alix, qui sait que vous savez faire des récurrences, etc., en général, il va vous laisser passer à la suite sans trop vous embêter sur ça. Donc c'est bien, on a déjà terminé la première partie de ce sujet. Maintenant, il faut qu'on détermine le temps pour atteindre la dernière marche. Ce qui est important ici, c'est de remarquer que l'escalier est parcouru à une vitesse horizontale constante. À aucun moment, on ne change la vitesse horizontale. Et ça, c'est quand même très bien pour vous, ça va vous faciliter la vie, ça veut dire que à chaque fois, vous allez mettre le même temps selon l'axe X.
comme c'est ça qui vous importe, comme vous avez la longueur de l'escalier, ça va vous suffire. Donc cette longueur de l'escalier, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des longueurs de chaque marche pour n qui va de 1 à grand N, et donc c'est a fois la somme des racines de n pour aller de 1 à grand N. Ça, c'est une somme qu'on ne sait pas trop calculer, a priori, parce qu'elle n'est pas arithmétique, elle n'est pas géométrique, elle n'est pas télescopique, donc des sommes qui répondent à aucun de ces critères, en fait, on ne sait pas spécialement les calculer. Donc là, il y a une astuce, et c'est pour ça qu'on vous parle un peu de cette histoire de 1%, c'est que comme n, il est relativement grand, mais il n'est pas énorme, mais il commence à être grand, ce grand n, on peut faire l'approximation par l'intégrale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment quand vous avez des sommes que vous savez pas trop calculer, surtout en physique, parce qu'en physique, on est un peu moins rigoureux sur tout ce qui est somme, erreur, etc. Vous pouvez faire l'approximation par l'intégrale. L'intégrale de racine de n, je connais. Ça me fait 2 tiers de a grand N facteur de 3,5. Donc là, on va faire pour grand N égale 100. Alors, pour cette histoire d'erreur, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une comparaison série intégrale. Donc, je vais vous en parler rapidement à la fin. Mais en gros, si vous faites la comparaison série intégrale et que vous encadrez en fait cette somme-là, cette somme des racines de n, vous obtenez cette formule-ci. Et donc, vous pouvez voir quelle va être l'erreur. Vous allez avoir un encadrement de L. Et en fait, si j'applique ce truc-là pour grand N égale 100, je vais tomber sur, je crois que c'était 1,2%. L'application numérique, bon, on n'est pas tout à fait au 1%, mais pour un oral de l'X, etc., pour tout ce que vous avez fait avant, pour tout ce que vous êtes embêté, c'est largement suffisant. Et donc, si je fais ça, mon temps de chute, ça va être grand L sur V0. Et donc, ça va être 2 grand N facteur 3, grand N à la puissance 3,5 fois A sur 3V0. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Le grand N, on connaît. Le A, on vous l'a donné également. Ce qui vous manque, c'est le V0. Et donc, pour retourner au V0, là, il faut qu'on parle de la dynamique. Vous voyez, là, pour le moment, on a parlé de la cinématique, de comment se font les trajectoires, mais on n'a pas parlé de pourquoi est-ce qu'elles étaient comme ça. Donc, il nous manque le V0. On revient à la dynamique. Et vous vous souvenez, on avait une relation intéressante. C'était celle-ci. Et donc avec ça, on peut tout à fait isoler le V0. Et donc finalement, on trouve que T, c'est 2 tiers de N 3,5 fois racine de 8B sur G. Si je fais l'application numérique pour les valeurs qu'on nous donne dans l'énoncé, ça nous fait 190 secondes. Donc bon, voilà, on a 100 marches, c'est pas un cas qu'on voit certainement tous les jours de lancer des billes dans des escaliers qui sont un peu bizarres comme ça. Mais 190 secondes, c'est un temps qui paraît raisonnable pour une chute comme ça. Et on ne trouve pas plusieurs années, on ne trouve pas quelques microsecondes, donc c'est ok. Donc voilà pour cet exo, vous voyez que c'est un exo qui demande vraiment que de la terminale, à part cette histoire de somme intégrale qui demande d'être un peu astucieux. Sinon c'est vraiment que la terminale, il faut juste bien poser le problème, bien généraliser au cas où n est quelconque, et dérouler les calculs assez proprement. Pour revenir rapidement sur la comparaison série intégrale, pour comment vous puissiez retourner après cette vidéo avec une petite notion en plus en maths, en fait l'idée des comparaisons série intégrale, c'est que je vais comparer ce qui se passe quand j'ai la série et ce qui se passe quand j'ai l'intégrale. Donc voilà, là c'est l'intégrale, c'est la courbe. Donc si je suis au point K ici, f de K, c'est ce truc-là. Et f de K, vous voyez, si je prends des points discrets, K, K plus 1, K moins 1, ça va aussi être cette R-là, f de K. Et ça va aussi être cette R-là. Et donc tout le principe de la comparaison entre les séries et les intégrales, c'est de regarder cette R-là. Donc vous voyez que là, vous avez une R qui va être plus petite que f de K, et là, en vert, vous avez une R qui va être plus grande que f de K. Donc si je fais ça, je peux donner un encadrement pour ce f de K. Donc il est compris entre l'intégrale entre K-1 et K de f de t dt, ça c'est l'air en jaune, et l'air entre K et K plus 1 de f de t dt, ça c'est l'air en vert. Donc ça, on le voit très bien graphiquement, il n'y a pas de problème. Alors oui, faites attention, par contre, c'est pour une fonction qui est croissante. Une fonction décroissante, ça va être l'inverse, donc il faut faire attention à ça. Et donc ici, si je fais la somme de ce truc-là entre K égale 1 et N, je vais voir mes intégrales apparaître comme ça. Donc voilà, j'ai l'intégrale de racine de t entre 0 et n, donc ça c'est ma borne inférieure, et entre, je me suis trompée, 1 et grand N plus 1, c'est la borne supérieure, ici. Et donc voilà, là je peux faire les calculs, ici. Donc on retrouve la formule que je vous ai donnée, que 2a sur 3 fois
grand N 3,5, c'est la borne inf pour L, et j'ai ici une borne supérieure. Et si je fais la différence entre les deux bornes, que je me rapporte à... que je fais la différence relative, en fait, je tombe sur 1,2%, je crois, à peu près. Bon, c'est convenable, ça va. Pour cet exo, on a quand même quelque chose d'assez précis. Donc c'est une bonne approche, vous voyez. L'autre manière, l'autre manière de voir les choses, bon, il n'y a pas cette notion d'encadrement, mais c'est aussi une autre manière de voir cette somme, c'est de la voir comme une somme de Riemann. Donc là, je peux, vous voyez, factoriser par n, grand N à la puissance 3,5, faire apparaître une somme de Riemann ici, prendre la limite quand grand N tend vers l'infini, ça me donne ce truc-là. Et donc vous voyez très simplement que Sn il tend vers 2 tiers de n, de grand N 3,5 aussi. En fait, c'est la borne inférieure de ce truc-là. On retombe exactement sur la même intégrale, ce qui est logique. Par contre, je ne voulais pas avoir cette notion de comparaison, mais si vous ne savez pas comment faire cette somme, ça peut être un bon moyen de voir les choses. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour pour cet exercice qui était quand même assez complet puisqu'on a fait pas mal de physique, on a fait aussi un peu de maths pour préciser ces histoires d'intégrales. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a aidé à préparer vos oraux. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo de maths cette fois-ci. À bientôt!